Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur LCI. C'est l'heure de votre grand dossier. C'est un lundi noir pour l'économie mondiale. Jusqu'où ira la chute? Il y a 4 jours, Donald Trump annonçait des taxes pour tous les pays du monde. Le résultat, le voici. La bourse de Wall Street a ouvert il y a un peu plus d'une heure. À l'ouverture, elle est en baisse de 3%. La dégringolade continue. On est au cœur du réacteur. LCI est juste devant Wall Street. Nous sommes en direct avec Thierry Coiffier, notre correspondant à New York. Bonsoir Thierry, on vient vous voir dans un instant. Et ce sont toutes les bourses mondiales qui s'écroulent. Francfort, moins 9,1, vous voyez les chiffres s'afficher. Moins 6,81 pour Paris, moins 2,9 pour Londres. Et sur le continent asiatique, vous allez le voir, c'est encore pire. Louis Gallois, ancien PDG de la SNCF et d'Airbus, est notre invité dans le grand dossier. Et puis comment nommer ce qui nous tombe sur la tête? Est-ce passager ou durable? Parle-t-on d'un choc ou d'un krach boursier? Pascal Perry est avec nous, il nous expliquera sur les cartes si c'est si grave ce qui nous arrive. Pascal, on vous attend de pied ferme devant le grand écran. Le monde est sans dessus-dessous. Pourtant, au milieu de cette tempête, il y en a un qui garde le cap, c'est Donald Trump. J'ai parlé à de nombreux dirigeants européens, asiatiques, du monde entier. Ils meurent d'envie de conclure un accord. Mais j'ai dit, nous n'allons pas avoir de déficit avec votre pays. Nous ne ferons pas cela, car pour moi, un déficit est une perte. Nous aurons des excédents, ou au pire, nous atteindrons le seuil de rentabilité. Et qui est avec nous sur ce plateau pour en parler? Magali Barthès, bonsoir. Bonsoir. Éditorialiste international LCI, merci d'être avec nous. Pascal Perry, éditorialiste économie LCI, bonsoir. Vous êtes levé à quelle heure, Pascal? Je me suis levé, comme tous les matins, autour de 4 heures. Ah voilà, à 4 heures. Donc vous étiez ce matin dans le 6-9, après vous étiez dans le 9-12, et là vous êtes avec nous dans le grand dossier, merci. C'est une journée pour être là, en fait. C'est un peu normal. Guillaume Roquette, lui, s'est levé à midi aujourd'hui, par exemple. Comme tous les jours. Bonjour Guillaume. Bonjour. J'espère que vous êtes content d'être là. On le rappelle, vous êtes directeur de la rédaction du Figaro Magazine, et évidemment vous vous levez aux aurores comme tous les jours. Et Louis Gallois nous rejoindra dans un instant. Regardez la dernière déclaration de Donald Trump. C'était sur ses réseaux sociaux il y a quelques minutes. Enfin non, c'était il y a quelques heures. C'est juste avant l'ouverture de Wall Street. Regardez. Les États-Unis ont l'occasion de faire ce qui aurait dû être fait il y a des dizaines d'années. Ne soyez pas faibles, ne soyez pas stupides, soyez forts, courageux et patients. Et la grandeur en résultera. Alors, la bourse de Wall Street a ouvert il y a un peu plus d'une heure. Voici le résultat. À l'ouverture, elle était en baisse de plus de 3%. On va justement aller devant Wall Street pour retrouver notre correspondant sur place, Thierry Coiffier. Bonsoir Thierry, on est ravis d'être avec vous en direct sur LCI. Bon, c'est pas une super ambiance autour de vous parce que la dégringolade, elle continue. Alors, il y a beaucoup d'incertitudes, beaucoup de volatilité, de tension ce matin à la bourse de New York. Vous le disiez, elle a ouvert en forte baisse parce que moins 3,30%, c'est une forte baisse. Et puis là, il y a une information qui a circulé selon laquelle Donald Trump pourrait faire une pause de 90 jours dans ses fameux tarifs, ces fameux droits de douane. Et là, on voit que les principaux indices, et je pense notamment au S&P 500, qui, vous savez, regroupe les 500 plus grandes entreprises américaines, et bien là, en temps réel, plus moins 0,21%. Donc vous voyez, cet indice redresse un peu la tête. Le Nasdaq repasse dans le vert. Apple, qui perdait près de 10%, n'est plus qu'à moins 2,18%. Alors attention, je vous précise que cette information n'a pas du tout été confirmée par la Maison-Blanche, mais en tout cas, les marchés financiers, tout du moins ici à New York, anticipent peut-être cette pause. Rien n'est définitif, mais en tout cas, il y a une légère, très légère embellie dans un ciel qui est particulièrement sombre ici à New York parce qu'il pleut beaucoup. Merci beaucoup Thierry Coiffier en direct de New York. Pascal Perry, je vous vois noter plein de petits chiffres très, très rapidement. Que notez-vous en ce moment même? Alors c'est vrai que bon, ça se redresse un peu pour New York, mais globalement, c'est quand même le dernier chapitre d'une journée noire pour l'économie mondiale. Oui, pour les bourses en tout cas, pas nécessairement pour l'économie, parce que les entreprises n'ont pas perdu leur valeur, elles ont toujours une capacité de production, elles ont des brevets, enfin, l'économie ne s'est pas complètement effondrée, mais les bourses en effet traduisent une très forte inquiétude. Ça commence avec l'Asie, ça suit le soleil, au lever c'est l'Asie, le Nikkei, vous voyez,
Japon, par exemple, très sensible. Pourquoi ? Parce que les Japonais exportent beaucoup de véhicules automobiles vers les États-Unis. Les droits de douane, c'est évidemment une mauvaise nouvelle. Le Shanghai Composite, et puis un peu plus tard, la bourse indienne, la bourse française, qui traduit la même inquiétude, et Wall Street. Alors Wall Street, c'est modéré à ce stade, enfin c'est modéré, c'est sensible malgré tout, c'est pas tout à fait marginal, moins 3%, mais ça vient après quelques journées de baisse en fin de semaine dernière. Quand vous faites l'addition, en réalité, c'est plus de 10% qui ont été perdus. Alors, je veux aussi rassurer les gens qui nous écoutent, parce que j'entends tout et n'importe quoi depuis ce matin. Vous savez, il y a un principe à la bourse qui est... à l'antenne depuis ce matin. Donc... Alors, entre-temps, j'ai entendu des choses qui m'ont un peu chiffonné, pour dire les choses simplement. Parlons à ceux qui sont aujourd'hui des investisseurs. Parlons aussi à ceux qui ont un portefeuille en bourse avec des actions. Pas vendues, pas perdues. C'est la règle aujourd'hui. Je pense que nous sommes face à un choc. Nous sommes face à un orage. Et un orage, c'est toujours de courte durée. Par conséquent, je pense qu'il faut se garder de toute réaction qui serait une réaction trop radicale, trop émotionnelle. L'économie française est protégée, elle est fortement socialisée. Tout ce qui se passe, évidemment, est inquiétant, mais c'est une inquiétude qu'on arrive encore à ce stade à maîtriser. C'est un peu ce que dit Donald Trump, ceci dit, Magali Barthès. Il dit, ne vous inquiétez pas, tout va bien se passer. En fait, il dit que c'est un mauvais moment à passer, mais que tout ça est pour la grandeur. Hein. Vous avez vu le message qu'il a posté. Tout ça est pour la grandeur de l'Amérique. Qu'on va attendre, en effet, un point bas, mais que derrière, c'est pour mieux rebondir. Et il a toujours cette comparaison avec le malade auquel le traitement fait mal. Mais il expliquait que l'opération s'était bien passée et que maintenant... il est là. On voit bien que face à ces bourses qui chutent, il est là pour essayer de dire on ne panique pas. Et c'est vraiment ce qu'ont fait tous ces adjoints au Trésor, au commerce. Ils ont fait tous les plateaux télé pendant tout le week-end pour expliquer Donald Trump sait parfaitement ce qu'il fait. Les marchés, nous disent-ils, ça c'était son conseiller économique qui disait le marché sous-estime systématiquement Donald Trump. Nous allons maintenir le cap. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est la détermination quand même affiché de Trump, de ne pas céder face à la pression. Et on l'entendait tout à l'heure depuis Air Force One disant « on n'arrête pas de m'appeler ». Pour négocier. Donc ma stratégie, c'est ça qu'il essaye de faire passer aux Américains. Donc ma stratégie, elle fonctionne. Le Premier ministre japonais, par exemple, a eu tout à l'heure, ces dernières heures, Donald Trump au téléphone. Ils ont le communiqué dit nous allons poursuivre les négociations sur les droits de douane. Donc il a frappé un très très grand coup. Évidemment, il y a un effet de sidération, il y a un effet de choc. Toute la question maintenant, c'est de savoir jusqu'où est-ce qu'il va. Est-ce que véritablement, il est dans un agenda idéologique, c'est-à-dire, vous savez, il parle de grande révolution économique, persuadé que le libre-échange n'est pas une bonne chose, qu'il faut en effet revenir à davantage d'isolationnisme en remettant les doigts douane, ou est-ce que véritablement c'est une tactique de négociation, Trump le bulldozer qui vous assomme pour qu'après vous reveniez à la table. C'est cette question-là finalement aussi qui agite les marchés. Quand on voit que Wall Street remonte, c'est parce que tout à coup on dit ah ben non, en fait il pourrait mettre en pause pendant 3 mois. Pour changer d'avis. Est-ce qu'il arrive à vous rassurer, Donald Trump, Guillaume Roquette ? C'est peut-être pas le mot qui me vient en premier à l'esprit. Je crois que votre correspondant à New York, Thierry Coiffier, parlait de volatilité. Et il me semble que ce mot s'applique au marché boursier et il s'applique aussi à Donald Trump. Il s'applique effectivement au marché boursier. On voit en direct là le niveau du Dow Jones industriel, c'est-à-dire l'indice qui regroupe les principales entreprises industrielles américaines. Il est à 38 000 et des brouettes. Moi, je souscris au propos plein de sagesse de notre ami Pascal Perry. Il y a un an exactement, le 7 avril 2024, j'ai regardé avant de venir, l'indice était à 38 892. Ça veut dire à un chouille après la même chose. Alors certes, ça veut dire que cette tempête a effacé, en tout cas à cet instant, les gains de la bourse américaine depuis un an, mais c'est pas non plus le drame, c'est pas la catastrophe. Et effectivement, il y a cet inconnu de savoir, est-ce que Trump est enfermé dans sa propre réalité? Ce ne serait pas la première fois, parce qu'en matière de bulle cognitive, il en connaît un rayon, notamment parce qu'on sait qu'il ne lit pas beaucoup de livres, c'est un euphémisme, on sait qu'il est enfermé dans ses certitudes. Donc, est-ce qu'il croit, contre toute réalité, que le protectionnisme, c'est l'avenir ?
Et dans ces cas-là, il y a des vraies raisons de s'inquiéter. Ou bien est-ce que c'est le faiseur de deal, hein, je vous rappelle qu'il a écrit un livre sur ce sujet, qui, comme d'habitude, essaie de mettre le maximum de pression en entrant dans la négo pour obtenir de ses interlocuteurs qu'ils prennent en compte le déficit des États-Unis avec ces pays-là. Et dans ces cas-là, c'est qu'un mauvais moment à passer, objectivement bien malin qui peut répondre aujourd'hui. Il le dit lui-même, je suis un gestionnaire de golf. J'ai les réflexes d'un gestionnaire de golf. Je mets les fournisseurs en concurrence, je fais monter les enchères, je fais baisser, etc., selon que c'est mes intérêts. Le problème, c'est que on est face à un pays qui est un pays moteur dans l'économie mondiale et que, en réalité, le comportement des agents économiques n'est pas nécessairement rationnel. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de variables qui jouent là. Alors, il y a à New York une forme de sidération, aux États-Unis aussi. La bourse baisse, les Américains s'en inquiètent parce que les Américains ont une partie de leur fortune à la bourse. C'est avec ça qu'ils financent leur retraite, la retraite par capitalisation qui est dominante dans le PIB américain. Il y a une petite retraite par répartition, mais ils financent aussi certaines dépenses courantes, les études des enfants, par exemple. Il faut garder à l'esprit une chose simple, c'est qu'il y a la tactique du champ de bataille, c'est ce qu'on est en train d'examiner, et puis il y a l'objectif stratégique de Trump. Son objectif est un peu naïf, mais il se résume dans la formule suivante, faire payer les impôts des Américains par les autres. C'est-à-dire substituer les impôts que payent aujourd'hui les Américains, les baisser, par des droits de douane. Ça suppose que chacun est très discipliné, reste dans son couloir. Mais on voit bien qu'il y a des mesures de réplique qui sont apportées par la Chine, par exemple, qui commence à rationner, vous voyez, on l'a peu évoqué, qui commence à rationner les exportations de terres rares. C'est 80% de la capacité de raffinage des terres rares du monde, la Chine. Elle a envoyé un signal en disant, vous voulez jouer à ça, très bien. D'abord, on impose, nous aussi, des droits de douane sur les importations. La réponse a été immédiate. Mais on va en plus rationner ce marché, qui est absolument décisif pour la Silicon Valley, par exemple. Donc, Trump attend la réaction des autres, et je veux dire qu'à l'instant, enfin, dans les minutes qui ont précédé cette émission, l'Union européenne a proposé une exemption des droits de douane sur les biens industriels. Le rétablissement du principe de libre circulation des biens industriels sur les deux rives de l'Atlantique, d'un côté comme de l'autre. Alors, il faudrait pour que ça marche que Trump puisse dire c'est grâce à moi. Alors, vous savez, il y a toujours une histoire d'ego. Il faut se mettre, on parle du monde, mais vous êtes dans la tête d'un type qui joue au golf le samedi et qui dirige les États-Unis. Pas seulement le samedi, parce qu'il a passé 4 jours à jouer au golf. Alors, VSD, il fait VSD au golf et puis le reste du temps, il dirige les États-Unis. Oui. Il faut se mettre dans sa psychologie. Et sa psychologie, c'est d'être, d'une certaine façon, le maître du jeu, celui qui distribue les cartes. Tant qu'on n'aura pas compris ça, à mon avis, on n'aura pas de réplique ou de réponse tout à fait appropriée. On va faire un petit tour du monde, puisque vous parliez de l'Asie avec ces baisses historiques qui ont été enregistrées. D'ailleurs, les Échos évoquent un bain de sang sur les bourses asiatiques. Les bourses européennes aussi se sont effondrées à leur ouverture ce matin. Alors, le pire, c'est du côté de l'Allemagne. Le CAC 40, lui, a reculé de 6,81, tandis que Londres, eh bien, la baisse était de 2,99. On a des images en direct du CAC 40. Alors, chute libre, parce qu'il était en recul de 7% à l'ouverture. Là, il est de 3,80. Je voudrais vous faire écouter Donald Trump, qui s'exprimait hier encore et qui ne nous ménageait pas, qui disait c'est bien fait pour nous. L'Europe nous a très maltraités. Nous avons imposé des droits de douane importants à l'Europe. Maintenant, ils viennent à la table des négociations et veulent parler. Mais il n'y aura pas de discussion s'ils ne veulent pas nous payer beaucoup d'argent chaque année. Et ça commence dès aujourd'hui, mais aussi pour ce qu'ils ont fait dans le passé. Ils nous ont enlevé une grande partie de nos richesses et nous n'allons pas permettre que cela se reproduise. Et pour en parler, Louis Gallois nous a rejoint. Bonsoir, monsieur Gallois. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. On le rappelle, vous êtes ancien PDG de la SNCF et d'Airbus, ancien président du conseil de surveillance de PSA Peugeot Citroën et vous êtes coprésident de la Fabrique de l'Industrie. On est ravis de vous avoir. Quand vous entendez Donald Trump dire « c'est bien fait pour l'Europe », qu'est-ce que vous vous dites ? Écoutez, moi je n'en suis plus aux commentaires parce que je pense maintenant qu'il faut savoir ce qu'on veut faire. Qu'est-ce qu'on va faire ? Parce que M. Trump, il fait des déclarations tous les jours, on ne va pas à chaque fois réagir.
La première chose qu'il faut faire, c'est se préparer à la négociation. Parce que c'est une entame de négociation. Nous ne sommes qu'au début. On voit bien que Trump a annoncé ses tarifs douaniers pour créer un choc, et il l'a créé, manifestement, et d'autre part pour se mettre en position de force dans la négociation. Eh bien, à nous de faire la même chose. Et je pense qu'il faut que nous commencions à annoncer ce que nous ferions si on en restait à la situation actuelle. Et je pense que je ne propose pas qu'on riposte exagérément sur les tarifs douaniers. Pour la raison qui est très simple, que nous importons l'Europe, la principale importation en Europe de la part des États-Unis, c'est du gaz. On ne va pas se pénaliser en augmentant le prix du gaz. Oui. Et donc, il faut faire attention. Et comment est-ce qu'on pourrait réagir sans que ce soit exagéré ? Non, mais il y a des produits sur lesquels on peut agir. Et puis d'autre part, il faut regarder à l'extérieur de la douane. Parce que Trump, il fait des négociations globales. La fiscalité des plateformes, les plateformes numériques, par exemple. Je pense que c'est un sujet qui pourrait intéresser M. Musk en particulier. Il y a des sujets comme le fait que l'Irlande soit utilisée par l'industrie pharmaceutique américaine comme plateforme pour exporter vers les États-Unis. Que vont faire les Américains des produits pharmaceutiques fabriqués en Irlande par Pfizer et Lilly? Vont-ils les taxer ou ne vont-ils pas les taxer? S'ils les taxent, ils vont encore accroître les coûts de la santé aux États-Unis, qui sont déjà très élevés. Et donc, il faut qu'on regarde comment on peut utiliser ces éléments. Je crois que c'est assez fin, mais il faut déjà annoncer quelques éléments forts, structurants, parce que Trump ne comprend que ça. Qui doit les annoncer que la discussion, le rapport de force et la transaction. Donc il faut qu'il y ait des éléments de transaction. Oui. Qui doit les annoncer? Parce que le secrétaire d'État, ou ministre, chargé du commerce extérieur, a déjà évoqué le mécanisme anti-coercition, avec quelques éléments, dont ceux que vous évoquez. Et il ajoute d'ailleurs le blocage des investissements, c'est au marché public, etc. Mais est-ce que le président de la République doit prendre la parole? Est-ce que c'est Mme von der Leyen? Écoutez, il y a la partie commerciale, c'est Mme von der Leyen. Ouais. Il se trouve que la politique commerciale extérieure est une politique exclusive de la Commission. Oui. Donc, Mme von der Leyen doit parler commerce. Mais ça ne nous empêche pas, nous, d'avoir des sujets. Bien sûr. Vous parlez d'accès au marché public, il serait intéressant d'ailleurs que nous en discutions avec nos partenaires européens pour savoir comment les entreprises américaines accèdent à nos marchés publics. Et je pense qu'on pourrait leur poser l'intéressant dossier de l'aéronautique. La dernière fois qu'ils ont collé des droits de douane sur l'aéronautique, le principal victime en a été Boeing. Donc tout ceci... Donc, vous voulez dire qu'il peut y avoir un effet boomerang aussi. Il y a des éléments de négociation et il ne faut pas hésiter à les annoncer assez vite pour que Trump comprenne qu'en face, il y a des interlocuteurs qui ont décidé de ne pas mordre la poussière face à lui. Et surtout, on a des arguments. Je voudrais vous montrer la chute en bourse des géants industriels français, notamment quand on regarde le grand LVMH aussi, Michelin. On a été aiguillé par vous, notamment Pascal Perry. Pascal, on se rend compte quand même que Donald Trump emporte tout sur son passage. Alors, oui, il y en a qui sont très exposés. Safran, oui, ça concerne le secteur aéronautique. Oui. Michelin a de nombreuses usines, notamment dans le sud des États-Unis. Aujourd'hui, l'accès au marché américain est décisif pour Michelin. Alors, LVMH a également des unités de production. Je crois de mémoire qu'il y en a 2 ou 3 installées aux États-Unis. Legrand et Schneider, on aurait pu ajouter Schneider Electric, sont exposés au marché américain parce que ce sont des entreprises françaises qui vendent beaucoup sur ce marché. Et Saint-Gobain annonce le gel d'un projet qui était un projet de vente. Saint-Gobain a également des usines aux États-Unis. Il y a un projet de vente d'une unité de production aux États-Unis et Saint-Gobain annonce que ce projet de vente est repoussé. Pourquoi ? Parce que vous avez des entreprises françaises qui ne veulent pas être privées du marché américain. Je vous rappelle quand même que les chefs d'entreprise
à la différence de beaucoup d'autres, ne font pas de politique. Ils ont pour mission l'intérêt social de l'entreprise. Et donc, leur intérêt bien senti, c'est évidemment qu'on arrive rapidement à une solution en termes de négociation, et c'est peut-être même de discuter avec les autorités américaines. Moi, j'ai été frappé, là, cet après-midi, pardon de le répéter, mais l'Union européenne propose une exemption de droits de douane, c'est-à-dire le rétablissement du libre-échange des deux côtés de l'Atlantique. Ça me paraît être une proposition qui va dans le sens des intérêts américains. Ça peut être considéré par Donald Trump, ça peut être récupéré par Donald Trump comme une réponse positive au chantage qu'il a exercé. C'est donc une voie de sortie tout à fait imaginable. Oui, j'ai un doute là-dessus, parce que s'il y a le libre-échange total... On a tous des doutes aujourd'hui. S'il y a le libre-échange total entre les États-Unis et la France, la question que va poser Trump, c'est le niveau du dollar par rapport à l'euro. C'est ça. C'est la question qu'il va poser. Alors il a un autre outil pour ça. Et d'ailleurs, je pense que nous allons vers une discussion monétaire. Derrière. Ça va être le niveau du dollar. Safran, c'est très intéressant. Oui, on va remontrer les chiffres. Parce que Safran fait C'était à 16h. Le Boeing, sur ses 737, monte un moteur qui s'appelle le LEAP. Oui. Ce LEAP, il est fabriqué à 50% en France, 50% aux États-Unis. Et dans la partie fabriquée en France, il y a des pièces qui viennent des États-Unis. Dans la partie fabriquée aux États-Unis, il y a des pièces qui viennent de France. Quel va être le taux d'imposition qui va être appliqué à tout cela? Est-ce que Boeing va être satisfait de payer des droits de douane, puisque lui, le moteur de Safran est exclusif sur les 737. Il n'y a pas d'alternative pour le 737. Donc là, ça montre quand même les limites de... Les limites et la capacité que nous avons à négocier assez fermement. Guillaume Roquette, est-ce que vous vous inquiétez pour l'industrie française quand vous voyez ces chiffres ? Oui, c'est inquiétant parce que l'industrie française, elle a, je parle sous le contrôle de Louis Gallois qui en est le grand expert, mais elle a beaucoup baissé dans la part de notre PIB, mais nous avons quelques grands champions mondiaux qui exportent énormément, qui sont des entreprises très puissantes. J'ai lu d'ailleurs que dans l'indice composite de l'industrie européenne, le poids de la France est équivalent à celui de l'Allemagne, parce que les Allemands sont moins dans la grande exportation. Donc, dès lors que nous avons des groupes industriels puissants et qui exportent beaucoup, forcément, ils baissent. C'est peut-être ça que n'avait pas anticipé Donald Trump, c'est qu'il a des idées simples. En politique, ça peut être un atout. Quand il dit « je veux moins d'immigration, je veux moins de fonctionnaires », au moins il y a un cap qui est clair. Mais de dire « je veux plus de droits de douane pour renforcer notre économie nationale », ça marche pas forcément. Parce que effectivement, on le voit à l'instant avec l'exemple de Safran. L'exemple le plus absolu, c'est l'automobile américaine. Une voiture américaine, elle passe son temps, quand elle est produite, à traverser la frontière entre les États-Unis et le Mexique. Pourquoi ? Parce que au Mexique, la main-d'œuvre est moins chère, au Canada aussi, et donc il n'y a plus de produits. Se dire, on va mettre des remparts, comme ça, on pourra renforcer l'industrie nationale, c'est intellectuellement et peut-être aussi politiquement satisfaisant, mais d'un point de vue concret, ça ne marche pas. C'est pas ça la réalité. Je pense qu'il y a un deuxième élément. Allez-y, Louis Gallois, et après on marquera une pause. Oui, il y a un deuxième élément. C'est nos relations avec la Chine, qui vont beaucoup intéresser Donald Trump. Que va faire l'Europe vis-à-vis de la Chine ? La Chine est un concurrent systémique. Nous ne voulons pas que déferlent sur l'Europe les produits qui ne pourraient plus aller aux États-Unis, mais en même temps, il y a des coopérations à développer intéressantes. Nous avons développé des coopérations dans le passé sur le nucléaire ou même dans l'aéronautique. Oui. Pourquoi ne pas faire la même chose, par exemple, sur les batteries, où ils sont meilleurs que nous, sur les voitures électriques, où ils sont meilleurs que nous ? Je pense que nous avons des capacités de négociation. Par exemple, quand j'étais chez PSA, nous étions copartenaires avec Dongfeng, un grand groupe automobile chinois, en Chine, parce que nous n'avions pas le droit de vendre de voitures sans être dans une JV, une joint venture, comme on dit. On pourrait faire la même chose ici, chez nous. Et je pense qu'une crainte que pourrait avoir Trump, c'est s'il nous met dehors, c'est que nous allons chercher des alliances ailleurs, et certaines d'entre elles avec la Chine.
Oui. Tout en sachant qu'il faut être prudent. Et ça pourrait ne pas lui plaire. Justement, écoutez Donald Trump dans son avion hier soir, et ce sera l'objet de notre deuxième partie, qui gagnera ce bras de fer finalement entre les bourses et Donald Trump. Écoutez. Que va-t-il advenir du marché? Je ne peux pas vous le dire, mais je peux vous dire que notre pays s'est considérablement renforcé. Voilà, on continuera à en parler dans un tout petit instant. À tout de suite dans le grand dossier. C'est un lundi noir pour les bourses mondiales. Bonsoir, soyez les bienvenus dans la suite de ce grand dossier. 5 jours de dégringolade. Qui pourra arrêter Donald Trump? Qui pourra faire plier le président américain? Dans un instant, on ira devant le grand écran pour comprendre l'ampleur des dégâts avec Pascal Perry. On est toujours avec Louis Gallois sur ce plateau, avec Guillaume Roquette, avec Magali Barthès. Mais avant, c'est l'essentiel de l'actualité avec ces bourses européennes qui continuent leur chute. Moins 6% pour Paris ce matin, moins 9% pour Francfort. Face à Donald Trump, c'est le moment de vérité pour l'Europe. Les 27 sont réunis au Luxembourg et menacent. Je pense qu'il ne faut n'exclure aucune option sur les biens, sur les services, quelle que soit la façon de l'aborder, et ouvrir la boîte à outils européenne qui est très complète et qui peut être extrêmement agressive. Et puis cette information au Proche-Orient. Emmanuel Macron rappelle les lignes rouges de la France concernant Gaza. Il est en visite en Égypte. Le chef de l'État dit s'opposer fermement à tout déplacement de la population. Il affirme également que le Hamas ne doit avoir aucune part dans la future gouvernance de l'enclave palestinienne. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. Revenons aux bourses mondiales qui sont en chute libre en ce moment même. Le clan Trump veut rassurer les marchés. Regardez notamment ce que dit le conseiller au commerce de Donald Trump. C'était hier sur Fox News. Ne vendez pas parce qu'on va avoir la plus grande envolée des marchés qu'on ait jamais vue. Écoutez aussi Donald Trump hier soir dans son avion qui disait « Ne paniquez pas, nous allons devenir milliardaires ». Nous allons engranger plus de 1000 milliards de dollars prochainement grâce aux droits de douane que j'ai déjà instaurés. Ils sont déjà en place. Que va-t-il advenir du marché? Je ne peux pas vous le dire, mais je peux vous dire que notre pays s'est considérablement renforcé. Menace la Chine. Alors, on va analyser les propos de Donald Trump dans un instant, mais Pascal Perry, d'abord, je voudrais qu'on parle de la situation actuelle. Est-ce qu'il s'agit d'un choc ou d'un krach boursier? Pour répondre à cette question, je vais vous emmener devant le grand écran. Allez. Parce que ce sera beaucoup plus clair. On va parler notamment de l'indice VIX. Vous n'en avez peut-être jamais entendu parler, mais c'est pas grave, c'est Pascal qui va tout nous expliquer. Alors l'indice VIX, c'est celui qu'on voit, c'est l'indice de la peur. Pour que ce soit bien clair, Pascal, l'indice VIX, il varie de 0 à 100. Bon là, on n'a mis que jusqu'à 60, sinon on n'y verra rien du tout. 0, c'est la confiance totale, et 100, c'est panique générale, c'est ça? C'est graduel, si vous voulez. C'est indexé sur le S&P 500, qui est l'indice qui représente les 500 valeurs les plus importantes entreprises américaines. Que l'on verra dans un instant. Et donc, c'est totalement asymétrique. C'est-à-dire qu'il y a un effet de lien. Plus le S&P est élevé, c'est-à-dire plus la bourse se porte bien, plus les entreprises sont en forme, plus le VIX est bas. Et donc, ça décrit exactement ce que vous avez indiqué, c'est le niveau de confiance. Et puis alors, quand il y a des turbulences sur le marché, on parle bien de l'indice de la peur. La peur, c'est parfois irrationnel, mais ça peut être aussi indexé. Il y a de sacrées turbulences. Là, il y a de sacrées turbulences. Vous voyez, vous avez les annonces de Trump. Et donc, la semaine dernière, moi, je le regarde je le regarde 2-3 fois par semaine, pas beaucoup plus, mais la semaine dernière, il était à 18. Donc, on peut dire qu'on était à un niveau de confiance assez élevé. Personne n'anticipait une crise grave. Et puis, vous avez les annonces de Trump, et il monte à 53. Je crois même qu'il a été à 58 aujourd'hui. On va peut-être voir l'autre infographie, si vous voulez bien en régie l'ajouter, parce que ce sera plus clair par rapport à ce que vous nous dites. Voilà, là on était dans l'indice de confiance, c'est ce dont vous parlez. La confiance, l'alerte, alors la panique, j'aime pas beaucoup ce mot-là, mais parce que... Qu'est-ce qu'on aurait pu mettre? Alors oui, c'est le krach, en réalité. On n'est pas très loin, ou en tout cas on est à proximité d'un tremblement de terre. Alors le tremblement de terre, ça peut être de courte durée.
il ne faut pas décrire une situation apocalyptique destinée à durer. Vous savez, sur une vie humaine, la bourse gagne toujours. Elle a un rendement de l'ordre, je crois que Bertrand Martineau a calculé que la bourse de Paris avait un rendement de l'ordre de 4% par an. Donc sur une période extrêmement longue. Mais là, on est à un niveau qui est proche de celui de la panique. Qu'est-ce qui se passe sur le marché? Alors, il y a ce mouvement et finalement, ceux qui détiennent des actions cherchent à les vendre. Il n'y a personne pour les acheter, ça fait chuter les cours. C'est comme ça que les bourses finissent par s'effondrer. Et nous n'en sommes encore pas là. Je vois d'ailleurs au passage, puisqu'on échangeait tout à l'heure avec Magali autour de cette question, les actions américaines, notamment les actions du secteur du numérique, remontent dans le vert. C'est-à-dire qu'il y a eu... Alors, est-ce que c'est lié à ce qu'a déclaré, à cette rumeur qui circulait aux États-Unis, selon laquelle Trump renoncerait finalement, momentanément, repousserait l'application des droits de douane. On va voir s'il y a un lien de corrélation entre les deux, mais il est étonnant que les bourses du monde entier ayant chuté, ces actions remontent. Je ne vois pas d'autre explication que cette rumeur. Soyons prudents, attendons. Mais alors, il y a peut-être une question que nos téléspectateurs se posent, c'est que là, visiblement... Oh non, on le voit bien, on est dans la panique. Est-ce qu'il y a une étape encore plus élevée que la panique ? Est-ce que ça peut être pire ? Oui, il y a l'effondrement, mais enfin on en est loin malgré tout, on l'a dit tout à l'heure. Vous avez sorti un mot qui fait très peur quand même. Oui, l'étape au-dessus, c'est l'effondrement. C'est l'effondrement, mais l'effondrement, il n'y a aucune des conditions qui est réunie aujourd'hui pour l'effondrement. C'est-à-dire qu'on voit bien qu'il y a une négociation qui s'engage, que les entreprises ne sont pas victimes d'un choc qui s'expliquerait de façon rationnelle. C'est un mouvement qui est provoqué par des déclarations, par des menaces. Et on ne sait pas, à ce stade, si toutes ces menaces seront mises à exécution. D'autant que nous avons, comme on l'a expliqué autour du plateau, de bonnes raisons de penser que chacun a des arguments pour aller à la négociation. Une fois encore... C'est ce que Louis Gallois expliquait justement. Louis, et chacun d'entre nous le disait, surtout n'affolons pas ceux qui nous regardent aujourd'hui, les Européens ont des outils, le dispositif de coercition, la Chine a également des outils, j'évoquais moi-même le rationnement des terres rares, des métaux précieux, indispensable à l'industrie américaine. Donc, pour le moment, c'est une partie de bras de fer. Et aucun des deux n'a encore abattu le point de l'autre. On en est encore à l'attention. Donc tout est encore possible. Je voudrais qu'on regarde ensemble, justement, ce fameux, le S&P, ce dont vous parliez il y a un instant. Alors ça, c'est en direct. Oui. Alors, c'est assez intéressant de le voir. Alors, bon, il y a quand même certaines cases qui sont en vert. Il y a encore... Regardez lesquelles. Quasiment toutes étaient en rouge. Mais on voit notamment, juste pour qu'on comprenne bien, il y a Microsoft notamment, Apple ici, vous avez Amazon, Google, Meta. Alors c'est très étonnant parce que, effectivement, vous avez Amazon, mais vous avez, vous savez, ce qu'on appelle les 7 magnifiques. Alors, ça vient de se réinitialiser, c'est en direct, Pascal. On est en direct. Ça vient de passer en rouge. Derrière vous, Nvidia qui fabrique des puces absolument indispensables au logiciel, aujourd'hui, essentielles pour les technologies de l'information et la communication, qui est toujours dans le vert. En revanche, les autres sont repassés dans le rouge. Alors, on a peut-être là une petite partie de l'explication. Pourquoi est-ce que c'était repassé dans le vert ? Précisément, et je crois que là le lien peut être fait, parce que cette rumeur courait Wall Street que finalement Trump repousserait ses droits de douane, l'application de ses droits de douane. Et puis, la Maison-Blanche, me dit Magali, vient de démentir à l'instant. Alors, vous savez, il n'y a rien de plus rapide qu'un boursier, hein. C'est aussi rapide qu'un chat, hein. Et vous voyez que les valeurs qui étaient les valeurs dans le vert sont repassées dans le rouge, peut-être précisément parce que cette trêve annoncée, ou cet armistice annoncé n'aura pas lieu. Merci beaucoup Pascal Perret pour toutes ces explications. On va revenir en plateau avec vous. Vous avez peut-être des précisions à apporter. Louis Gallois, quel est votre avis, vous, quand vous voyez la situation ? Alors, vous aviez l'air de nous dire tout à l'heure, voilà, faut pas non plus paniquer parce qu'on a des leviers, c'est vrai. Donc pour vous, il est évident qu'on est face à un choc et pas face à un krach boursier ? Moi, je ne pense pas que nous allions vers un krach boursier, parce que, comme vous l'expliquez fort bien, les économies vont pas mal. Enfin, elles ne justifient pas cette baisse. Je pense que c'est l'instabilité, la fébrilité qui entraîne cette évolution très négative des bourses. Je ne pense pas qu'il faille dramatiser. C'est pas le plus important pour moi.
Le plus important pour moi, ça va être cette négociation dont je parlais, notre capacité à trouver de nouveaux alliés à la place des Américains, puisqu'ils nous ferment la porte, il faut quand même qu'on trouve des solutions. Et troisièmement, ce qui me paraît essentiel, que l'Europe se saisisse de son propre destin. C'est ça qui est essentiel. C'est-à-dire qu'il faut que nous soyons capables, grosso modo, de mettre en œuvre les dispositions du rapport Draghi. C'est-à-dire de faire de l'Europe un continent avec une croissance plus autocentrée, moins dépendante de certains grands marchés, notamment du marché américain. Et c'est ça qui va être essentiel dans l'avenir, et c'est ça qui va rassurer les bourses. Il y a une chose qui m'amuse. Vous connaissez Warren Buffett, c'est le plus grand investisseur aux États-Unis. Et on lui demandait à la dernière assemblée générale qu'il tenait dans sa ville, il a 94 ans l'homme, hein. Mais vous avez 300 milliards de trésorerie, vous n'en faites rien. Alors il a susurré, vous savez, je ne trouve pas qu'il y ait beaucoup d'investissements actuellement rentables, donc je préfère rester liquide. Je pense que cet homme savait qu'on allait vers des difficultés boursières. Et je pense que si les bourses baissent, vous allez le voir revenir. Et des difficultés qui ne sont pas terminées, parce que là, je suis les derniers messages que nous envoie Donald Trump. Alors, en effet, d'abord, la Maison-Blanche a démenti au Wall Street Journal l'information sur laquelle il y aurait une pause de 3 mois sur les droits de douane. Et là, à l'instant, il est absolument fou furieux, et c'est ce qu'il écrit sur son réseau social, que la Chine, maintenant, mette des surenchérisse et mette 34% de droits de douane aux produits américains. Donc, Trump explique que si vraiment les Chinois continuent de le défier, eh bien, il imposera 50% de plus aux Chinois, en disant, avec tous les autres pays, je veux bien négocier, mais avec la Chine, avec ce comportement-là, il n'en est pas question. On est vraiment dans une partie de bras de fer ou de poker menteur, je ne sais pas très bien comment l'expliquer, mais on voit à quel point aujourd'hui, à l'heure à laquelle nous parlons, Trump n'est absolument pas décidé à faire baisser la pression. On a quitté le terrain de la raison. Guillaume Roquette, est-ce que vous croyez à un sursaut européen ? Oui, une réponse collective, parce que c'est ce que Louis Gallois disait, il faut absolument qu'il y ait une réponse collective, mais je ne crois pas qu'on puisse la faire à 27. Je ne pense pas que l'Union européenne soit gréée pour ce type de réponse. Il faut regarder si nous pouvons, avec un certain nombre de pays, l'Allemagne, la Pologne, l'Italie, l'Espagne, si nous ne pouvons pas organiser ensemble quelque chose qui aille plus vite, plus fort que ce qu'on a fait jusqu'à présent. Guillaume Roquette ? Oui, je pense qu'il est possible que l'Europe soit plus unie, j'allais dire, que d'habitude. C'est-à-dire que dans le passé, quand il y a eu ce genre de tension commerciale sur les droits de douane, la tentation des pays européens, c'était chacun pour soi en fonction de ses propres intérêts. Pour caricaturer, les Allemands défendaient leurs voitures et leurs machines-outils, les Français, leur agriculture ou leurs vignobles ou leurs avions. Aujourd'hui, il y a une donne géopolitique qui est extrêmement nouvelle, qui est que l'Europe est condamnée à s'entendre et à resserrer ses propres liens. Parce que ce mouvement d'augmentation des droits de douane, il est parallèle à un mouvement annoncé de retrait des Américains d'un point de vue militaire. C'est-à-dire que l'Europe va devoir prendre en main non seulement son propre commerce international, mais aussi sa propre défense. Et c'est pour ça que on peut espérer, même si je ne suis pas devin, que l'Allemagne, par exemple, qui a fait des appels du pied répétés à la France pour profiter, même de façon indirecte, de son parapluie nucléaire américain, c'est compliqué d'aller en même temps dire aux Français « on est avec vous parce qu'on a besoin de votre outil de défense » et d'aller négocier tout seul à Washington en disant « les autres, je m'en fous, ce qui m'intéresse, c'est les intérêts de l'industrie allemande ». Alors, qui pourra faire plier Donald Trump ? D'accord avec ce que vous venez de dire vis-à-vis de l'Allemagne. Mais je pense que malheureusement, ou heureusement, j'en sais rien, Bruxelles, en soi, n'est pas capable de gérer une véritable révolution industrielle en Europe dont nous avons besoin. Et nous pouvons le faire avec les Allemands, nous pouvons le faire avec les Polonais, nous pouvons le faire avec les Italiens, avec les Espagnols, avec des pays, avec un certain nombre de pays. Je crois qu'à 27, avec des institutions européennes qui sont beaucoup trop lentes dans la manière dont elles agissent, ça sera extrêmement difficile. Donc je crois qu'il faut encore recherche quelque chose à géométrie variable qui associe les pays qui ont vraiment envie d'aller vite. Et l'Allemagne vient de décider un plan de 500 milliards. C'est pas absolument rien pour ces infrastructures. Donc ça veut dire qu'ils ont décidé de mettre le paquet.
eh bien, il faut voir. Alors, la France, évidemment, n'a pas les moyens de l'Allemagne actuellement, mais nous avons des atouts que vous avez évoqués, la force de dissuasion en matière de l'industrie de défense. Et je pense que nous pouvons avoir un débat et une construction avec les pays qui ont envie d'avancer vite. Parce que ce qui me tue, moi, c'est la lenteur des décisions bruxelloises. Oui. Alors, qui pourra faire plier Donald Trump ? Je voudrais qu'on en vienne à l'angoisse des patrons de la tech. Il en était question tout à l'heure. Regardez, des doutes qui commencent à monter du côté des milliardaires, notamment parmi ses plus proches, qui étaient là en janvier au moment de l'investiture du président américain. Vous le voyez sur ces images, il y a notamment Mark Zuckerberg, Jeff Bezos, Elon Musk. Et ils sont les premières victimes de sa politique. Regardez les pertes vertigineuses en une seule journée des milliardaires américains, avec notamment Jeff Bezos, Mark Zuckerberg et Elon Musk, toujours. Thomas Herman, bonsoir. Bonsoir. Merci de nous avoir rejoints sur ce plateau. Alors, vous êtes intéressé au cas Apple, que tout le monde connaît a priori sur ce plateau. C'est l'une des premières victimes de Donald Trump. Pour quelles raisons ? Oui, on va parler des téléphones portables d'Apple, les fameux iPhones, ceux qui sont très vendus par la marque. Eh bien, ils sont principalement produits en Chine, ces iPhones. Regardez ces chiffres sur les taxes douanières, 54% pour la Chine, donc c'est 34 plus les 20% précédemment déjà appliqués. Alors, il faut dire qu'Apple avait tenté de relocaliser sa production d'iPhone, notamment au Vietnam et en Inde. Le problème, c'est que là aussi, les chiffres sont assez vertigineux. 46% pour le Vietnam et 26% pour l'Inde. Il n'échappe donc pas à ces taxes douanières. Un autre chiffre également pour vous donner l'ampleur de ces taxes douanières. En quelques jours seulement, 530 milliards de capitalisation boursière en moins pour la marque à la pomme. Ce qui fait qu'en seulement 2 jours, les choses vont assez vite pour la marque à la pomme. Alors, une question qui inquiète sans doute un peu tout le plateau. Est-ce qu'on va payer les appareils Apple plus cher ? Alors, on peut forcément légitimement se poser la question. Plusieurs spécialistes estiment, alors pour tout produit confondu et pour n'importe continent, quel que soit le continent, jusqu'à 43% d'augmentation. Là, c'est vraiment si on répercute l'ensemble de cette taxe douanière sur le prix au niveau du consommateur. Alors, l'administration américaine a dit que c'est tout à fait possible de relocaliser aux États-Unis. Pour les spécialistes, c'est quand même pas la même affaire. Pour l'heure, seul le Mac Pro, donc c'est un appareil professionnel et produit au Texas, donc aux États-Unis. Ils avaient même eu une petite exception lors du premier mandat de Donald Trump, c'est que les composants n'étaient pas soumis à ces taxes douanières. Et selon les spécialistes, relocaliser, ça prendrait énormément d'années et surtout, ça coûterait très cher. Il faut dire quand même qu'Apple a un petit peu anticipé cette situation pour vous dire que votre iPhone ne va pas vous coûter plus cher dans les prochaines semaines. Il y a des stocks qui ont été faits aux États-Unis. Il faudra attendre l'iPhone 17 et là, ce sera rendez-vous en septembre. Alors, merci beaucoup Thomas Herman. Je ne voudrais pas être désagréable, mais Pascal Perry a grincé un petit peu des dents. Non, j'écoutais avec beaucoup d'intérêt, mais le message que je voudrais passer, c'est que l'industrie, c'est compliqué. C'est long, l'industrie. C'est une activité intense en capital. Et le capital, il est physique et il est immatériel aussi. C'est-à-dire qu'on n'ouvre pas un bar-tabac, pour dire les choses simplement. Quand on ouvre une usine, c'est un temps long. Il faut investir, il faut trouver des machines, localiser l'entreprise, trouver le savoir-faire, etc. Rapatrier, ça c'est le premier effet. Et rapatrier aux États-Unis une partie de la production qui est aujourd'hui externalisée. Pourquoi est-ce que les consommateurs américains sont satisfaits ? Pourquoi est-ce qu'ils sont obsédés par le pouvoir d'achat ? Et pourquoi est-ce qu'on y répond ? Parce que, précisément, il y a des chaînes de valeur très longues. Parce qu'on va produire dans des pays où les coûts de production sont faibles pour des pays où le pouvoir d'achat est élevé. Si on fait l'inverse, évidemment, on dessert les intérêts des consommateurs. Et je vous rappelle que Donald Trump a fait sa campagne sur le thème du pouvoir d'achat. Donc, relocaliser une partie de la production aux États-Unis, c'est à coup sûr augmenter les coûts de production et donc produire de l'inflation. La mondialisation, elle a permis de servir les intérêts des consommateurs. Et quand vous interrogez les Américains, la première préoccupation des Américains aujourd'hui, c'est le pouvoir d'achat. Et ça a été le sujet central de la campagne de Donald Trump. On entendra les Américains dans un instant. Des mécontents et de produire beaucoup de frustration. Oui, des mécontents, ça c'est certain, et on ira dans un instant à Washington. Magali Barthès, vous vouliez ajouter un mot ? Non, mais il est certain que les Américains ont élu Trump parce qu'il était jugé crédible sur le pouvoir d'achat et que, évidemment, il y a une crainte de l'inflation qui est majeure. Et si cette inflation
progresse à la faveur de cette hausse de droits de douane. Évidemment, politiquement, ça va poser un problème majeur à Donald Trump. En même temps, là, ce que l'on voit, c'est un appel au patriotisme aussi du côté, par exemple, du secrétaire au Trésor américain, qui dit aux Américains, d'accord, l'iPhone vous coûtera peut-être un peu plus cher, mais finalement, est-ce qu'on ne peut pas aussi... Alors là, je mets Apple de côté, mais se sevrer finalement des produits chinois. C'est ce qu'on entend aussi dans l'entourage de Donald Trump, qui en appelle en fait au patriotisme de chacun. Et qui demande un sacrifice sur le court terme. Avec ce pari permanent de la réindustrialisation, et c'est là où le pari paraît quand même très hasardeux. Je crois que si on en arrivait là, ça ferait des rayons libres chez Walmart. Oui. Parce que les biens de consommation américains, ils sont fabriqués en Asie. Bien sûr. Donc ça va. Et moi, je pense que Donald Trump prend un risque parce que les élections mid-term, c'est dans 1 an et demi. Dans 1 an et demi, il va falloir qu'il aille devant les électeurs. Et dans 1 an et demi, les effets de sa belle politique ne seront certainement pas positifs à une telle échéance. Guillaume Roquette. Peut-être encore un mot sur Apple. En 2024, enfin l'exercice se termine en fin octobre 2024 parce qu'il est décalé par rapport à l'année. En 1 an de bénéfice d'Apple, c'est 94 milliards de dollars. 94 milliards de dollars. C'est 2 fois plus qu'il y a 10 ans. Donc Apple est une entreprise incroyablement rentable, notamment parce qu'ils font fabriquer en Chine, notamment parce ce sont des astres de l'optimisation fiscale. Et c'est là que c'est intéressant parce qu'on découvre un aspect du Trumpisme qui en tout cas est assez fort chez un certain nombre de ses conseillers, consistant à dire nous on est là pour le peuple américain et on n'est pas uniquement là pour les GAFAM. C'est-à-dire que si ça les touche, si ils font un peu moins de bénéfices, c'est pas si grave. Et c'est vrai que c'est quelque chose d'un peu étonnant parce que pour nous, Trump c'est un peu l'homme du business, c'est un ancien promoteur immobilier, mais ça montre que peut-être il a, j'ose pas dire une conscience sociale, mais en tout cas qu'il n'est pas seulement l'homme du grand capital. Oui, et qu'il n'a pas peur d'aller frapper sur tout le monde. Pourquoi l'ennemi est à l'intérieur. Oui. L'adversaire, le vrai Trump, il est aux États-Unis. Moi, je pense que Apple ne sera pas tout à fait satisfait si on explique que les appareils augmentent. Allons justement aux États-Unis, Pascal Perret, parce qu'on le disait, les géants de la tech ont peut-être la clé, mais pas seulement. Peut-être aussi le consommateur américain qui aura le dernier mot. Justine Jankowski, bonsoir, merci d'être avec nous. Vous êtes justement devant un supermarché à Washington et vous avez constaté de l'inquiétude. Oui, on va vous emmener à l'intérieur de ce supermarché. Alors, vous le voyez pour l'instant, il n'y a pas foule. Ça, c'est normal, c'est à cause de l'horaire. Il est 11h45 ici. Les gens sont au travail. Mais à l'intérieur, on va vous montrer tous ces produits que les Américains commencent à stocker à cause de l'inquiétude. Bocco, Justine, on vous retrouve dans un tout petit instant, c'est ce qu'on appelle un teasing. Donc dans un instant, on sera dans ce supermarché pour comprendre un petit peu comment réagissent les Américains. Est-ce que Donald Trump pourra faire marche arrière? Ça aussi, c'est une réponse à laquelle on tentera de répondre. Merci beaucoup, Louis Gallois, d'avoir été avec nous dans ce grand dossier. A tout de suite sur LCI. Lundi noir pour les bourses mondiales. On est de retour dans votre grand dossier. Bonsoir, merci d'être avec nous. Le clan Trump affirme ces dernières heures que les Américains s'en fichent, que ça ne le fera pas plier de toute façon, qu'ils ne regardent même pas les fluctuations quotidiennes. On va en parler tout de suite. Pourtant, regardez ces images, ces dernières heures qui circulent aux États-Unis avec les toutes premières manifestations de ce second mandat de Donald Trump. Bon, on peut se poser la question si les Américains s'en fichent vraiment, notamment quand on voit qu'ils se réunissent, notamment dans plusieurs villes américaines, à Washington, à Boston, Chicago. Écoutez ces Américains qui disent merci à Donald Trump pour la récession. C'est tellement dégoûtant. Les prix des produits alimentaires vont baisser, oui, bien sûr. Non, 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 ils ne vont pas baisser, ils vont augmenter. Ce ne sont que les travailleurs, comme d'habitude, qui vont souffrir, comme d'habitude. Je pense que cette administration ne se préoccupe pas de l'Américain moyen et qu'elle ne tient pas compte de ce que sera sa qualité de vie pendant que tous ces droits de douane seront en vigueur. Alors on va partir à Washington. On est sur place avec notre correspondante Justine Jankowski. Vous êtes
à l'intérieur d'un supermarché. Il y a eu un vent de panique. Les Américains se sont rués sur certains produits. Lesquels, Justine ? Alors le produit sur lequel les Américains se précipitent toujours, eh bien, ce sont les œufs. Vous le voyez, il y a encore des pénuries dans ce rayon. Le prix reste très élevé, plus de 7 $ la douzaine. Le problème, c'est que pour faire face à la pénurie d'œufs, Donald Trump a proposé d'en importer depuis des pays qui sont maintenant touchés par les droits de douane. On a vu aussi beaucoup d'Américains faire des stocks de produits importés, notamment de Chine, d'Asie, mais aussi d'Amérique latine, comme le café, bien sûr, qui de toute façon, pour des raisons de climat, eh bien, ne peut pas être produit aux États-Unis. Mais on a aussi parlé à des Américains qui stockent des produits un petit peu plus surprenants, comme le papier toilette, qui pour le coup n'est pas forcément fabriqué à l'étranger, mais en fait ils nous ont dit, eh bien, on fait des stocks de papier toilette parce qu'on a un peu l'impression d'être revenu au temps de la pandémie de Covid-19 en 2020, plongé dans l'incertitude, et ils achètent un peu de manière frénétique. Merci beaucoup, Justine Jankowski, depuis Washington. Magali Barthès, peut-être un mot sur notamment ce vent de panique et aussi sur ces premières manifestations qui ont lieu aux États-Unis. Alors, c'était vraiment ce week-end les premières manifestations un peu conséquentes. Ouais. On est très très loin des manifestations anti-Trump de 2016, lorsque la première fois il est arrivé au pouvoir, où là, vraiment, je peux vous assurer que c'était un déferlement, c'était des centaines de milliers de personnes, 1 million de personnes dans les rues. Là, oui, c'est en train de gagner, de monter en puissance. On a vu ces derniers temps des petites manifestations contre Elon Musk. Et là, on voit bien qu'avec l'affaire des droits de douane, la crainte de la récession, ces manifestations commencent à prendre un petit peu d'ampleur. Après, il y a une opposition aussi au Congrès qui est en train de s'organiser, y compris dans les rangs des républicains. Donc on voit bien qu'il y a quand même, ça y est, une contestation qui commence à s'organiser, mais Donald Trump, lui, pour justement essayer de juguler cette menace, cette inquiétude, ne cesse de dire, et là je vois qu'il ne cesse d'écrire sur son réseau social, mais non, l'inflation n'est pas en train d'augmenter, tout va très bien, les prix de l'essence sont en train de baisser, donc pas de panique. Voilà le message qu'il essaye de faire passer, parce qu'évidemment, ces images, enfin ces impressions que nous relayait Justine dans ce supermarché à Washington, c'est évidemment tout ce que ne veut pas voir Donald Trump, qui lui ne cesse de dire qu'il est le candidat du pouvoir d'achat. C'est vrai qu'il essaye de calmer le jeu et de rassurer. Thomas Herman, pourquoi est-ce que finalement ces Américains sont dans la rue ? Pourquoi est-ce qu'ils ont l'air affolés, notamment les retraités? Oui, il y a les retraités, alors les actifs qui vont devenir retraités ou les retraités eux-mêmes, puisque l'une des façons de cotiser à la retraite aux États-Unis, c'est certains fonds de pension qui dépendent en grande partie des marchés financiers. En Californie, par exemple, ce retraité estime les pertes avec la situation actuelle à plusieurs dizaines de milliers d'euros. Écoutez-le. J'ai peut-être perdu $100 000. Déjà. Donc je veux dire, je ne sais pas si je vais finir ruiné, mais ça m'inquiète. Aux États-Unis, on estime qu'un actif sur 3 épargne pour sa retraite via un plan de capitalisation. Comment ça fonctionne ? On prend l'exemple du plan 401K. Alors c'est son petit nom. Chaque mois, un salarié va mettre une somme. Votre employeur va doubler cette somme. C'est un fonds de pension. C'est donc une manière d'inciter pour les travailleurs à mettre de l'argent pour sa future retraite. La somme, elle est bloquée jusqu'à 60 ans. Si vous voulez la toucher avant, eh bien là, vous aurez des pénalités, même si on ne part pas à la retraite aux États-Unis avant 60 ans. Un autre chiffre, 6 000 milliards. C'est en 2 jours, Wall Street a déjà vu s'envoler plus de 6 000 milliards de capitalisation boursière. C'est l'équivalent des économies des ménages français hors patrimoine. Alors les Américains doivent-ils s'inquiéter ? Pour l'administration Trump, non, ne regardez pas ce qui se passe, tout va bien, vous aurez bien de l'argent pour votre retraite. Pour le moment, quand même, les experts, bien sûr, vous conseillent de ne pas toucher à l'argent et de la laisser placer. Enfin, je termine sur 2 chiffres. On peut dire quand même que les Américains regardent la situation de près. 55% des ménages américains détiennent des actions. Pour comparer avec les Français, c'est seulement 13% des ménages. Ouais.
Pascal Perret, c'est vrai qu'on n'imagine pas à quel point les Américains détiennent des actions, contrairement aux Français en tout cas. Alors oui, c'est un pays boursier. Les États-Unis, nous on a des modèles de financement de l'économie par d'autres moyens, les banques notamment, un petit peu l'épargne. On finance beaucoup les déficits publics avec l'épargne en France en particulier, mais on a aux États-Unis un pays d'esprit boursier. Et c'est vrai, quand on regarde la part relative des retraites par capitalisation dans le PIB aux États-Unis, elle est supérieure à celle de la petite retraite par répartition qui existe. Alors, à ce stade, on nous dit 6 000 milliards d'euros de valeur détruite. Mais la valeur, elle peut être reconstituée la semaine prochaine. C'est-à-dire que ce retraité qui vous dit j'ai perdu 100 000 $, c'est 100 000 $ virtuels. Oui. C'est-à-dire que vous voulez dire que ça peut remonter oui, son portefeuille boursier. On va voir comment on sort de cette impasse, de ce choc. Il est possible. Écoutez, juste avant l'émission, je discutais avec un dirigeant d'une grande entreprise qui vend beaucoup aux États-Unis et qui me disait la chose suivante. Qui me disait, en fait, sur les crises précédentes, on avait clairement identifié le fait générateur de la crise et on savait quelle réponse y apporter. Là, on est face à quelqu'un qui peut changer d'avis. Le fait générateur, c'est un homme. C'est Donald Trump qui, par ses décisions personnelles, parfois à l'inverse des conseils de son entourage, a décidé de ses droits de douane. Il peut changer d'avis la semaine prochaine, Donald Trump, et finalement, on peut retrouver une situation moins chaotique. Vous y croyez, Guillaume Roquette ? Oui, parce que en voyant cet homme-là qui disait qu'il avait perdu 100 000 $, qui avait l'air d'être très modeste, peut-être que c'est un hillbilly. Vous savez, le hillbilly, c'est le pecno américain, et c'est le terme qu'emploie J.D. Vance, le vice-président, pour parler de là d'où il vient, c'est-à-dire ces électeurs blancs qui ont été victimes de la désindustrialisation. Ces gens-là, ils votent Trump. Et si Trump les mécontente trop, mais ils vont se révolter. Et je pense que ça peut effectivement favoriser une sorte de retour à la raison si la bourse baisse trop et que les Américains, dans leur grande majorité, plus de la moitié, on le disait, ont des portefeuilles boursiers, si les Américains sont touchés dans leur propre portefeuille. Merci beaucoup d'avoir été avec nous dans ce grand dossier.